Merci pour votre présence ponctuelle. Bonjour Anne, justement, j'allais vous demander de m'indiquer dans le chat, de me confirmer que vous m'entendez bien. Donc, apparemment, c'est le cas. Est-ce que le son est correct? Super. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Bien, alors, en introduction de ce webinaire, je vais vous poser quelques questions. Aimeriez-vous savoir vous protéger en environnement humainement complexe? Arriver à ne pas être déstabilisé face à l'hostilité et aux provocations? Savoir prendre de la hauteur au quotidien et rester serein? Savoir répondre à la mauvaise foi, à l'ironie et autres attitudes négatives avec diplomatie et assurance? J'imagine que oui. Peut-être c'est la raison de votre participation. En tout cas, vous n'êtes pas le seul ou la seule. En effet, il y a 57% des cadres supérieurs qui souffrent de stress et 31% de ce stress est lié aux relations dans l'entreprise. Donc, selon une étude de Harvard et Stanford de 2017. Donc, ce sont quand même des chiffres impressionnants. Alors, mon objectif aujourd'hui va être de vous transmettre des clés pour vous protéger des manipulations et tentatives d'intimidation, pour savoir les esquiver et répondre à la mauvaise foi et à l'ironie ou autre attitude négative avec diplomatie et assurance, et ainsi démotiver leurs auteurs. Alors, pour vous remercier de votre présence durant ce webinaire, je propose d'envoyer le diaporama à celles et ceux qui m'en feront la demande. Donc, pour cela, il suffira de m'indiquer à la toute fin du webinaire votre adresse email dans la cellule de chat. Voilà, ça sera vraiment ma façon de vous remercier de votre présence durant tout le webinaire. Alors, je vous remercie de votre attention et je vous invite à couper les sources de distraction, à vous mettre à l'aise pour que nous soyons réellement ensemble. Et donc, ce webinaire devrait terminer à 13h45. Peut-être que je dépasserai de quelques minutes, mais normalement, c'est 13h45. Après ma présentation, qui devrait durer environ une demi-heure, eh bien, je prendrai le temps de répondre à vos questions sur ces problématiques. Alors, ce webinaire s'adresse particulièrement à vous si vous êtes dans l'une de ces situations. Donc, vous êtes un professionnel des ressources humaines, l'un de vos clients internes est en difficulté dans ses relations avec une personnalité difficile et vous voulez lui apporter un conseil efficace, ou alors vous êtes un manager ou un dirigeant, les membres de votre équipe doivent gérer des relations difficiles et vous voulez les soutenir et professionnaliser leurs attitudes, ou alors vous êtes vous-même en difficulté dans vos relations avec une personnalité difficile. Alors, je vais me présenter rapidement. Alors, je m'appelle Stéphanie, ça, vous le savez déjà. J'ai bientôt 45 ans, je suis maman, je suis mariée, psy de formation initiale, je suis une ancienne RH et donc j'accompagne managers et dirigeants depuis la création de mon cabinet en 2007, donc ça fera 13 ans dans quelques jours, donc voilà, avec, je l'espère, pragmatisme, justesse, humour et cœur. Alors, j'ai été responsable d'une fédération professionnelle de coaching américaine de 2009 à 2013. En 2010, j'ai créé la méthode Envol pour développer confiance en soi et affirmation personnelle. Et en 2011, la méthode Éveil pour asseoir son leadership et son charisme. Pourquoi j'ai créé ces méthodes, parce que la confiance en soi, l'affirmation de soi, le leadership sont vraiment des clés fondamentales pour réaliser notre potentiel
s'épanouir, instaurer des relations humaines positives et puis donner envie aux autres de nous suivre et de se dépasser. Maintenant, au cours de ces 20 dernières années, en tant que RH, puis en tant que coach, j'ai accompagné des personnes en difficulté du fait de personnalités complexes, voire toxiques. Et j'ai été marquée par leur désarroi. J'ai alors conduit une vaste enquête entre 2016 et 2018 et j'ai interviewé pour cela près de 90 DRH et dirigeants et j'ai mené d'autres recherches également pour comprendre quelles sont ces personnalités, les risques qu'elles présentent pour l'organisation et ses salariés et les stratégies à mettre en œuvre pour les prévenir. Je crois en effet personnellement que l'entreprise devrait être un lieu de manifestation des talents dans lequel chacun devrait pouvoir s'exprimer sans peur, simplement, authentiquement, avec un vrai sentiment de sécurité. Cela engage les RH à savoir identifier ces personnalités à risque et ça engage les dirigeants à établir un cadre protecteur en prenant réellement leur rôle de gardien du temple avec solennité et en l'assurant avec courage. Et cela engage enfin chacun de nous, chaque salarié, à se protéger lui-même et à s'affirmer. Voilà pourquoi aujourd'hui, je m'attache à donc aider managers et dirigeants à se protéger et à gérer les personnalités à risque, donc pour la sérénité de chacun dans des organisations protectrices de leurs ressources. Alors, j'ai une personne, donc pardon, je cite le nom qui apparaît, même si j'imagine que ce n'est pas votre prénom, qui m'indique qu'elle ne m'entend pas. J'espère que ce n'est pas le cas pour les autres et que tout le monde m'entend bien. Je pense que vous me l'auriez signalé dans la cellule de chat. Malheureusement, quand c'est une personne, voilà, c'est que ça vient d'une problématique chez vous. Donc, j'en suis désolée et je vais donc poursuivre. Pour me présenter, j'ai choisi de partager avec vous quelques témoignages clients. Donc, je vous invite à les consulter rapidement et puis on rentrera dans le vif du sujet. Voilà pour ce partage. Merci pour votre attention durant ma présentation. Et maintenant, je vais rentrer dans le cœur du sujet. Alors, qu'est-ce que la manipulation pour commencer La manipulation est une manœuvre qui peut être motivée des intentions les plus louables aux plus perverses, donc allant de la simple tentative d'influence à l'emprise psychique totale. Donc, la manipulation revêt d'innombrables réalités. On va faire simple en partant du principe que le problème commence sérieusement à se poser lorsque celle-ci s'exerce à nos dépens. C'est donc de cette catégorie de manipulation dont nous allons parler. Et ça commence en général par un vague sentiment de non-liberté qui laisse progressivement place à une certaine confusion mentale sur ce qui se joue réellement autour de nous, induisant finalement un stress qui peut devenir chronique. On cherche alors à comprendre, à raisonner nos interlocuteurs, à être reconnus dans notre frustration. On cherche également à arranger les choses en vain. En vain,
car on a été pris dans un jeu dont on ne connaît ni l'existence ni les règles. Précipité insidieusement dans une situation qui ne nous convient pas, culpabilisé, voire honteux, on perd finalement confiance en soi et en les autres. La suite est malheureusement souvent la même. La victime est le maillon faible. Elle est devenue le problème. Et malheureusement, RH, on vous demande souvent de la sortir de son poste. Ce qui est très peu satisfaisant pour tout le monde. Alors, déjouer manipulation et tentative d'intimidation, en quoi cela consiste? Eh bien, ça permet déjà de se protéger. Derrière le mot se protéger, je mets tout l'aspect développement personnel, préparation mentale. Donc, cela permet de savoir rester serein et stable en toutes circonstances, de savoir préserver son discernement et son sens critique au quotidien et de rester maître de ses choix et libre de prendre les décisions justes. Ça, c'est pour l'aspect préparation mentale. Et puis l'aspect technique, c'est davantage les savoir-faire. Là, je vais parler des savoir-faire relationnels. Cela permet d'esquiver les manipulations, de démotiver leurs auteurs, c'est-à-dire savoir répondre à la mauvaise foi, l'ironie, aux provocations et autres attitudes négatives avec diplomatie et assurance. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de faire cela? Eh bien, il y a plusieurs choses qui nous en empêchent. Je ne pourrais pas les parcourir toutes maintenant. Mais parmi ces freins internes, il y a des croyances. Il y a des croyances donc qui nous empêchent d'aller vers l'atteinte de ces objectifs. Et je vais en partager quelques-unes avec vous. Par exemple, on peut croire que c'est comme ça partout et qu'il faut faire avec. On peut croire, face aux manipulateurs, il faut être irréprochable. Il faut absolument éviter de le mettre en colère. Quand j'ai pris un engagement, je dois le tenir. Si on me pose une question, je dois forcément y répondre. Donc voilà quelques croyances qui sont bridantes, limitantes, qui vous empêcheront de libérer cette capacité à vous protéger, à vous affirmer et à déjouer les manipulations. Autre croyance très limitante, vous vous dites peut-être il faudrait que je sois manipulateur moi-même pour faire face aux manipulations. Je ne vais pas me changer. Si je m'affirme, ça ne passera pas, ça va sembler prétentieux. Si je parle au RH, je ne serai pas soutenue. Donc, attention si vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces croyances. Alors, se protéger, voyons ensemble donc 6 clés de préparation mentale. Alors, ces 6, ça ne veut pas dire que je peux toutes les partager, mais en tout cas, ce sont des clés extrêmement importantes. Premièrement, clarifiez votre désir et plus concrètement encore dans l'organisation, votre rôle, votre objectif. Les manipulateurs vous inciteront à faire des choses que vous ne souhaitez pas faire, des choses qui ne vous ressemblent pas, voire à agir à vos dépens. Donc, plus vous aurez conscience de ce que vous voulez, de ce qui est important pour vous, moins vous serez influençable. Donc, identifiez chez vous la tendance à vous inscrire dans le désir de l'autre, surtout si c'est à vos dépens, en vous mettant au second plan. Il faut vraiment apprendre à vous mettre au premier plan en respectant votre désir. Écoutez vos émotions et sensations. Albert Einstein disait la phrase suivante, donc que je vais citer. « L'esprit intuitif est un don sacré et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle.
Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Donc effectivement, nous faisons trop confiance en notre capacité à raisonner justement, rationnellement, intelligemment. Or, la science l'a prouvé, il n'existe pas de raisonnement intelligent qui ne soit pas guidé par nos émotions et nos sensations. Le discernement a réellement besoin d'émotions. Donc, plutôt que de vous raisonner sans cesse, de chercher à rationaliser, voire à vous faire la morale, revenez à vous, écoutez-vous, ce sera souvent plus rapide pour percevoir qu'il se passe quelque chose d'anormal. Vos émotions et vos sensations sont vraiment des indicateurs à écouter pour protéger votre intégrité et assurer votre sécurité. Prenez conscience de votre valeur intrinsèque. Un manipulateur cherche à exercer du pouvoir sur l'autre. Ainsi, la relation se déséquilibre. L'un cède de son terrain à l'autre. Il vous faut donc concevoir clairement que vous avez autant de valeur que votre interlocuteur, autant de légitimité à être là et à exister sans contrepartie. Cultivez l'idée selon laquelle vous êtes digne d'être bien traité et entouré de personnes positives pour vous. Cultivez l'idée selon laquelle vous êtes faillible comme tout le monde et que ce n'est pas un problème. Quatrième clé, cultivez votre sentiment de liberté. Dès qu'une manipulation commence à opérer, notre sens critique et notre sentiment de liberté s'en trouvent affaiblis. Progressivement, s'installe un discours intérieur régi de « il faut »,« je dois »,« je n'ai pas le choix »,« je suis obligé de », etc. À ce moment-là, on perd de vue son libre arbitre. On n'ose alors plus réclamer ce à quoi on a droit. Donc, attention, si vous ne vous donnez pas l'autorisation de vous mettre en colère, d'interrompre un échange, de mettre fin à une relation, de ne pas aller au bout d'un engagement, etc. Clé numéro 5. Prenez conscience de votre responsabilité. Si vous déportez sur les autres vos responsabilités, si vous pensez par exemple que les autres ont d'une façon ou d'une autre la responsabilité de vous rendre heureux, de vous sécuriser, vous perdez de vue votre pouvoir personnel dans une situation. Donc, vous donnez du pouvoir aux autres sur vous. Vous vous rendez alors dépendant des autres et influençable. Cultivez donc l'idée selon laquelle vous êtes entièrement responsable de vos comportements. Hormis sous la contrainte physique, les autres n'ont pas le pouvoir de vous faire quelque chose ou de vous en empêcher. Inversement, délestez-vous des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Par exemple, démissionner ne signifie pas abandonner vos collaborateurs. Vos collaborateurs sont des adultes, autonomes, responsables d'eux-mêmes tout comme vous, et ils sont libres de prendre les décisions qui les concernent. Clé numéro 6. Surveillez votre besoin de reconnaissance. Pour manipuler quelqu'un, il faut une prise. Alors, pas une prise de courant, mais une prise, vous voyez, comme la anse d'un sac. D'accord ? Il faut une prise. Et comme nous avons tous besoin de reconnaissance, eh bien, il s'agit d'une prise de choix pour un manipulateur. Apprenez à auto-évaluer votre performance professionnelle et à vous fixer des axes de progrès. Alors, bien sûr, il convient d'écouter le feedback de votre manager et puis d'apprécier sa reconnaissance. Mais prenez une certaine distance. N'attendez pas sa validation pour vous autoriser à respirer et à être fier de vous.
Vous gagnerez en indépendance d'esprit et vous serez moins vulnérable. Et puis, vous n'avez pas à être parfait pour être un bon potentiel pour l'entreprise. D'une façon générale, ne prenez ni les critiques ni les compliments trop au sérieux. Esquiver et démotiver, 4 clés techniques. Donc là, on aborde les aspects plus concrets et plus comportementaux. Brisez la loi du silence et parlez vrai. Ne passez pas sous silence des agissements condamnables. Relevez et confrontez injustice, incohérence, dénigrement, etc. Et parlez vrai, sans attendre l'accumulation de non-dits. Ne minimisez pas les choses et évitez la langue de bois, car la loi du silence protège les manipulateurs. Pensez également à étendre et à cultiver votre réseau. Créer des alliances, des relations de confiance. Il est également nécessaire de s'entourer de personnes sincères pour être clairvoyant. Posez vos limites et apprenez à dire non. Ne vous suradaptez pas. Un peu de souplesse, oui. Trop de souplesse, non. Gardez le cap sur vos process habituels. Restez strictement dans le cadre de votre mission, de la loi et de l'éthique. En entretien, par exemple, si vous êtes RH, posez les questions prévues et tenez votre timing. Si vous managez une personne manipulatrice, par exemple, restez très clair et ferme sur vos attentes, ses objectifs et son périmètre et n'en bougez pas. Affirmez-vous. Il s'agit de vous autoriser à vous exprimer clairement et librement, posément, avec calme et respect, sans vous réduire d'adulte à adulte. Il ne s'agit pas de chercher à dominer ou à contrôler l'autre en vous plaçant en supérieur, car vous risqueriez d'entrer dans un rapport de force. Vos émotions, y compris la colère, que vous pouvez exprimer dans un rapport de force, sont des prises pour un manipulateur. Donc, en rentrant dans un rapport de force, vous offrez cette prise à votre interlocuteur et il saura en jouer pour vous décrédibiliser. Mettez de la clarté et communiquez de façon factuelle. N'acceptez pas des demandes floues, ambiguës, alambiquées, compliquées. Faites préciser factuellement les demandes qui vous sont adressées. Je vous propose de revisionner ces objectifs, car je souhaite bien préciser une chose. Votre objectif ne doit pas être de changer l'autre. Ce n'est pas un bon objectif, mais bien d'acquérir ces nouvelles compétences, celles que vous voyez là, d'acquérir ces compétences dans l'objectif de vous protéger vous-même, tant au plan de votre équilibre psychologique qu'au niveau de votre employabilité. Alors, revenons à vous un instant. Je vais maintenant m'adresser plus spécifiquement à ceux qui, parmi vous, sont dans une de ces situations que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, vous êtes professionnel RH, l'un de vos clients internes est en difficulté et vous souhaitez lui apporter un conseil efficace. Vous êtes manager ou dirigeant et vous souhaitez soutenir et professionnaliser les membres de votre équipe, ou alors vous êtes vous-même concerné par une difficulté dans vos relations avec une personnalité difficile. Eh bien, je vous invite à prendre rendez-vous
Je vous propose de vous offrir une consultation de 30 minutes à 1 heure. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le petit bouton rouge qui est situé en haut du diaporama. Donc, vous pourrez, en cliquant sur ce bouton, réserver un créneau pour une consultation dans les prochains jours. Donc, durant cette consultation, je vais analyser votre situation et vous conseiller sur les actions à mener immédiatement dans votre situation spécifique. Donc, je vous offre bien volontiers un éclairage sur votre situation. Sentez-vous donc vraiment libre de réserver un créneau. Cela ne vous engage évidemment à rien. Suite à cet entretien, soit vous aurez obtenu suffisamment de conseils pour débloquer votre situation et c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, je vous proposerai, si vous le souhaitez naturellement, une intervention adaptée à votre situation. Donc, ça peut être une intervention donc, individuelle ou collective. En individuel, je propose du coaching. Donc, le coaching individuel se déroule soit à mon cabinet situé place de l'Opéra à Paris, soit à distance en visio. Je propose souvent entre 6 à 10 séances d'1h30 espacées de 15 jours. Durant une séance, le coaché et moi-même élaborons donc ensemble des stratégies pour résoudre les problèmes relationnels rencontrés. Le coaching, c'est également une opportunité pour mener un véritable travail de développement personnel pour le coaché. Et pour une intervention collective, je peux vous proposer une conférence présentielle ou en ligne, efficience chrono. Donc, l'idée est d'offrir à votre équipe les clés les plus efficaces en 1 heure chrono sur les thèmes suivants. Thème 1, se protéger, clé de préparation mentale pour être indéstabilisable. Donc, on en a vu quelques-unes, mais il y en a d'autres. Thème 2, se protéger, technique pour déjouer manipulation et tentative d'intimidation. Pareil, nous en avons vu quelques-unes aujourd'hui et il y en a d'autres. Thème 3, identifier les personnalités dangereuses pour l'entreprise et anticiper les risques. Thème 4, comprendre et gérer les personnalités à risque. Et thème numéro 5, reconnaître une personnalité perverse narcissique en entretien de recrutement. Cette intervention collective est prévue pour des groupes de maximum 15 personnes. Voilà. Donc, mes disponibilités étant limitées, j'espère que vous comprendrez que cette offre s'adresse prioritairement et aujourd'hui uniquement aux RH managers et dirigeants étant dans les situations que j'ai décrites il y a un instant. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vais maintenant prendre le temps de répondre à vos questions. Donc, si vous souhaitez que je vous adresse mon diaporama, vous pouvez dès à présent m'indiquer donc votre email dans la cellule de chat. Et puis, voilà, je vous propose là, on a encore un bon quart d'heure à passer ensemble, donc à partager avec moi vos questions sur ces thématiques. Donc, je vois que certains d'entre vous sont en train d'écrire. Alors, j'ai vos adresses email. Très bien. Peut-être, il y a certaines des clés que j'ai évoquées aujourd'hui qui peut-être suscitent des questions. Alors là, je vois bien que vous partagez vos adresses mail. Merci. Merci en tout cas pour votre intérêt, parce que vous êtes nombreux à me demander ce diaporama. Alors, une question de Geoffroy. Comment faire prendre conscience à un collaborateur d'une autre entité qu'il est en train de se faire manipuler? C'est bien ça, je pense, votre question. Alors, c'est difficile de vous donner une réponse toute faite parce que, bien sûr, ça dépend des relations que vous avez avec cette personne-là et dans quel état psychologique elle se trouve. Mais souvent, ce qui est intéressant, c'est de poser des questions sur la personne, l'inviter à se demander comment elle se sent actuellement. Vous voyez, fondamentalement, faut amener la personne à prendre conscience qu'elle ne se sent pas libre
qu'elle ne se sent pas valorisée, vous voyez, c'est sur ces aspects-là. Mais en tout cas, vous pouvez lui demander comment elle se sent, comment se passe la relation avec telle ou telle personne, combien de temps elle peut se projeter encore dans la situation qu'elle vit aujourd'hui. Souvent, quand vous demandez ça aux personnes, en tout cas en coaching, c'est parfois une question que je pose aux personnes qui sont dans le déni ou qui freinent des cas de fer pour bouger. Eh bien, je leur demande combien de temps vous pouvez rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Et au départ, la personne commence à réfléchir et après, elle se retrouve, elle sent une angoisse monter et finalement, elle sort spontanément, mais je ne peux plus rester dans cette situation. Ça peut être une bonne question aussi. En tout cas, c'est pas faire une analyse sauvage en général qui marche. C'est plutôt amener la personne à se poser des bonnes questions sur ce qu'elle veut pour elle-même. Voilà. J'espère que j'ai vous apporté quelques billes. Donc, j'ai une autre question. Quel équilibre conserver dans la prise en compte des émotions? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. En tout cas, je vais essayer de vous répondre quelque chose d'intéressant, mais quand dans le webinaire, je vous précise qu'il faut rester à l'écoute de vos sensations et de vos émotions, là, on ne parle pas des situations qui sont déjà extrêmement délétères et extrêmement problématiques, où on est en stress chronique parce que là, on ne sait plus où on habite, on est dans la confusion et on est un peu trop démunis pour être clairvoyant. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est en faire une discipline personnelle, surtout si vous êtes quelqu'un de très intellectuel ou qui est beaucoup dans le mental, ou si vous êtes très intelligent, parce que c'est comme, pardon, mais j'appelle un chat un chat. Si vous êtes très aussi à chercher beaucoup, à comprendre votre environnement, à mettre du sens, beaucoup dans le mental, le risque, c'est que vous mettiez les signaux du corps et du cœur au second plan. Et ça, là, c'est dangereux. Donc, l'idée, c'est de prendre des moments dans votre journée pour respirer, pour détendre vos muscles, vous asseyez, vous vous isolez, vous détendez votre corps et vous essayez de nommer vos émotions. Vous voyez, est-ce que je suis inquiet? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai honte? Est-ce que je me sens vous voyez, comment je me sens? Parce que après, voilà. Et puis de prendre conscience que c'est pas une qualité de vie acceptable. Si toutefois vous êtes trop souvent et trop longuement dans une émotion négative. Voilà, j'espère que ça aura apporté un éclairage, ma réponse. Peut-on amener le manipulateur à changer? Olivier, alors, je vous recommande de ne pas en faire un objectif parce que ça peut être très compliqué. Maintenant, quand même, pour vous en dire un peu plus, vous avez des personnes qui sont manipulatrices mais qui ne sont pas malveillantes. Par exemple, quelqu'un qui est très introverti ou réservé et qui manque de confiance en soi peut être beaucoup dans la manipulation. C'est-à-dire qu'il peut avoir une attitude qui est fausse et vous n'arrivez jamais vraiment à savoir ce qu'il ressent et ce qu'il pense réellement. Mais c'est vraiment bien malgré lui, c'est parce qu'il ne sait pas bien gérer les relations car il n'ose pas livrer sa vérité. Là, nous n'avons pas affaire à des personnes toxiques ou dangereuses et donc il y a plein de choses à faire dans la relation pour créer de la proximité, de la confiance et de l'authenticité. Voilà, je donne un exemple, mais vous avez des personnes qui ne sont pas malveillantes. Et si je devais être de résumer un peu les choses, être un peu schématique, vous avez quand même une autre catégorie de personnes. Vous avez des personnes qui sont malveillantes et qui n'agissent que pour leur propre intérêt personnel. Et quand on est dans ce type de personnalité-là, c'est vraiment pas la peine de perdre votre énergie à chercher à avoir une influence sur l'autre, dans le sens à l'amener à changer. Que vous soyez son manager, son collaborateur, son collègue, peu importe. Parce que vous y allez y mettre beaucoup d'énergie et c'est vous que ça va épuiser.
Voilà, j'espère vous avoir apporté un éclairage. Alors, j'ai une question de Luc. Je dois vous quitter, j'ai pris rendez-vous pour le 9. Merci. Merci Luc et au plaisir d'échanger avec vous donc le 9. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que la confrontation avec le manipulateur devant ses supérieurs peut être efficace? Alors, j'aurais plein de choses à vous dire par rapport à votre question. Ça dépend ce que vous appelez efficace, ça dépend ce que vous appelez, ça dépend quel est votre objectif. Si vous considérez, si efficace, c'est cette personne arrête de me manipuler, cette personne arrête ses attaques, ses tentatives d'intimidation. Ça peut, pour un petit manipulateur un peu malveillant, ça peut la refroidir parce qu'elle se dit que vous n'êtes pas la bonne proie. Mais si vous avez affaire à quelqu'un qui est, on va dire, un gros manipulateur bien malveillant, donc un cas un peu plus pathologique, alors là, il cherchera à se venger et ça risque de faire très mal. Donc, ça dépend ce que vous appelez efficace. Hein. Maintenant, ce que je vous ai dit dans le diaporama, c'est que, de façon générale, je vous invite à agir pas pour chercher à influencer l'autre, pas pour chercher à calmer son comportement, mais je vous invite à agir pour vous-même, vous protéger, pour le respect de vous-même, pour protéger votre intégrité et pour protéger votre employabilité en interne. Parce que ça, vous avez du contrôle sur ça. Or, vous avez peut-être du contrôle sur l'autre et peut-être très peu de contrôle sur l'autre. Ça, c'est difficile de savoir. Et donc, je vous invite, moi, à confronter les attitudes malveillantes, les dénigrements, l'ironie, etc., y compris en réunion, mais pour vous-même, pour ne pas que vous basculiez dans une espèce de loi du silence qui fait que vous ne vous autorisez plus à vous exprimer et que ça vous porte préjudice. Je précise tout de même que confronter dans ma bouche, hein, dans le sens que j'y mets, ce n'est pas provoquer en retour. Ce n'est pas se mettre dans un rapport de force, jouer au plus fort, jouer à celui qui aura le dernier mot. C'est absolument pas ça. C'est relever l'ironie, etc. Mais dans une posture pour le respect de soi, dans le respect de l'autre. Donc, il y a des techniques de communication pour mettre au jour la normalité du comportement de l'autre sans être agressif. Et c'est vraiment ça qui est le comportement que je vous recommande. Voilà, alors je me rends compte que j'ai peut-être été un peu trop... c'est peut-être une réponse un peu complexe, mais la question m'y invitait, pardon. C'est une question bien compliquée aussi. Et il vaut mieux, effectivement, par rapport à votre question, je cite le nom qui s'affiche, Zaouk. Mais je ne pouvais pas faire une réponse simple à cette question-là. En tout cas, pas plus simple. Mais j'espère quand même que ça vous aura apporté un éclairage. Alors, j'ai une autre question. Au sein d'une DRH, comment faire pour se faire entendre de son N+2 lorsque le manipulateur est entre les deux? Comment faire pour se faire entendre? Alors, c'est une bonne question. Je vous invite à éviter la langue de bois. Parce que si vous-même, vous minimisez les choses, vous ne donnez pas à votre interlocuteur la possibilité de prendre conscience de la gravité de la situation. Et c'est ce que pourtant la plupart des gens font dans l'entreprise. Ils veulent être trop politiquement corrects et ils n'osent pas appeler un chat. Et au final, c'est à leur dépens. Par exemple, si vous souffrez, vous dites « je souffre ». Premier conseil. Deuxième conseil, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est très peu empathique et donc se soucie pas vraiment de vos émotions. Auquel cas,
vous pouvez partager avec cette personne-là les risques concrets liés à la situation. Il y a une responsabilité légale de gérer ces situations délétères. Hein, donc, il y a tout un cadre légal aujourd'hui qui enjoint la communauté RH à se saisir de ces sujets. Donc, je vous dis pas de faire peser la menace, mais en tout cas de signaler qu'il y a un risque qui n'est pas que humain. Et puis, il y a aussi un risque, et ça, c'est pareil, c'est très délicat de le faire passer, mais je pense que c'est aussi un message intéressant à faire passer aux dirigeants pour les faire agir, c'est que laisser une personnalité toxique œuvrer porte atteinte à leur image, à leur leadership. Alors, je vous dis pas de le dire comme ça, parce qu'effectivement, il faut pas être dans la provocation, mais ça peut amener en tout cas une prise de conscience au niveau de votre interlocuteur. Bon, et il y aurait d'autres choses, mais en tout cas, parfois, on méconnaît ou on occulte les risques à laisser ces situations perdurer. Et c'est important de sensibiliser les dirigeants qui sont vos N+2, voilà, à ces autres risques. Et puis, il y a aussi d'autres risques que là, je n'ai pas évoqués, qui sont des risques sur les transgressions. Parce qu'il faut savoir que les personnes, par exemple, les personnalités très narcissiques ou perverses narcissiques, par exemple, pour ne parler que de cela, sont des personnes qui sont plutôt prédisposées à transgresser les normes, règles et lois. Et vous pouvez, si toutefois votre interlocuteur n'est pas spécialement sensibilisé à la souffrance humaine, en tout cas, partagez avec votre interlocuteur les risques liés aux transgressions. S'il y a des règles, des procédures qui ne sont pas respectées, parfois ça présente un risque quand même important pour l'organisation. Donc voilà, alerter sur quelques-uns de ces risques. Ça peut avoir de l'impact pour obtenir du soutien. Bon, Alexandra, merci pour votre remerciement. Bonne journée. Je vois que vous devez vous déconnecter. Alors, je suis jeune, j'ai 23 ans. Mon ancienne RH est incontestablement manipulatrice. Comment se défendre par la suite? Là, aujourd'hui, je vous ai donné un certain nombre de clés. Si déjà vous en faites un vrai chantier, un vrai travail de développement personnel, de travailler sur ces aspects-là de développement personnel et travailler sur les aspects comportementaux, eh bien, ça vous fera déjà une sérieuse protection à l'avenir. Voilà. Comment déjouer l'humour cynique, surtout avec un auditoire conquis, s'il vous plaît. Donc là, c'est tout ce qui est cynisme, etc. C'est à mettre dans la même catégorie. Il y a des techniques et par exemple, je peux vous en citer une, mais il y en a d'autres, qui est de poser une question. Sur l'intention, par exemple. Mais quelle est votre intention? De quoi parlez-vous exactement? Vous voyez, parce que derrière l'humour, le cynisme, il y a quelque chose qui est pas clair. Donc, amener la personne à concrétiser, par exemple. Ça peut être une piste. Voilà. Donc là, on arrive à 13h45. Je vous remercie pour votre présence. Jusqu'au bout de ce webinaire. Je vous remercie pour vos questions. J'espère vous avoir apporté des billes sur lesquelles vous pourrez vous appuyer. Et puis, je vais avoir une journée un peu chargée, même une semaine un peu chargée, mais je vous promets de vous adresser le diaporama, en tout cas à celles et ceux qui m'en ont fait la demande. Ne vous inquiétez pas si c'est pas fait dans la semaine. J'ai une semaine avec beaucoup de rendez-vous, mais en tout cas au plus tard, milieu de semaine prochaine, vous aurez bien le diaporama. Je m'y suis engagée, il y a pas de souci là-dessus. Voilà, je vous remercie à tous.
Je vous souhaite de bien vous protéger, bien vous affirmer, bien savoir mettre en œuvre ce qu'on a vu aujourd'hui, et puis d'avoir une très bonne semaine, une très bonne rentrée pour vous et puis pour vos proches, pour vos enfants si vous en avez aussi. Voilà. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir.